Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette 7e conférence du cycle autour de l'exposition de Patrick Henry, qui est ici présent, qui a été renommée Territoire en transition, une exposition nationale sur la sobriété foncière. Donc Patrick vous racontera un peu plus que moi dans le détail les origines de cette exposition. Moi, je suis juste là déjà pour remercier nos intervenants et notre intervenante de ce soir de venir nous parler de paysage. Peut-être aussi rappeler que la venue de cette exposition à l'École d'architecture de Nantes a été permise par la collaboration entre la DREAL, donc la Direction régionale à l'environnement, l'aménagement et le logement, et l'École d'architecture de Nantes, que cette exposition aussi a donné lieu donc à ce cycle de conférences dont vous voyez l'une des dernières conférences ce soir, mais aussi à tout un tas d'événements qui ont été animés par l'ADREAL, mais aussi les autres acteurs de l'aménagement du territoire à Nantes. Donc voilà, la sobriété foncière a été aussi un beau prétexte de convergence et de rencontre entre un public de professionnels, d'universitaires, mais aussi des habitants, habitantes du territoire ligérien qui ont pu venir dans cette école. Donc on est très heureuse de ce partenariat. On remercie aussi les services de l'école qui ont rendu possible la production de ce cycle. Et puis nos 2 caméramans, ils tournent entre eux, mais qui ont assuré la couverture médiatique et qui fabriquent de la mémoire autour de ce cycle de conférences. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Patrick Henry, qui est professeur à l'ENSA Belleville, architecte urbaniste, architecte aussi qui a travaillé aux côtés d'Alexandre Chemetov sur la phase 1 du projet urbain de l'île de Nantes. Donc, vous lui devez la plupart des espaces publics que vous arpentez sur l'île de Nantes. Donc, c'est quand même, pour nous aussi, une très belle chose que Patrick revienne à Nantes avec cette exposition et qui est professeur à l'ENSA Belleville actuellement et qui enseigne les thématiques du projet urbain, du projet architectural et urbain. Donc merci et puis bonne conférence à vous deux. Merci Pauline. Bonsoir à toutes et tous. La garantie décennale est passée, donc c'est plus de ma faute. S'il y a des dommages sur les espaces publics de l'île de Nantes, je n'y suis plus pour rien. Comme ça a été dit, en fait, on est ravis de poursuivre ce cycle de discussions, de conférences, discussions autour du thème de la sobriété foncière, mais plus largement de toutes les formes de sobriété. C'est un thème qui est porté par l'exposition dont a parlé Pauline. Et quand, avec Pauline Ouvrard et Fabienne Legros, on a décidé de profiter de l'accueil de l'exposition, on s'est dit que c'était intéressant de questionner le projet urbain, les manières de faire, l'urbanisme, le paysage, l'architecture, sous le prisme de la sobriété. La sobriété, c'est une notion un peu vague, un peu vaste, mais en fait, elle vient d'abord parce que l'exposition que j'ai eu le plaisir d'être le commissaire devait s'appeler le Cap sur le ZAN, le zéro artificialisation net, dont Sylvain Grisot a parlé lors de l'inauguration de l'exposition et du cycle il y a quelques semaines. Et puis le zéro artificialisation net a connu une actualité un peu compliquée, à la fois législative au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et en fait, avec le ministère, on a décidé de transformer ça en sobriété foncière. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça permet d'élargir la question et de dépasser peut-être le cadre strictement législatif pour en faire véritablement une matière à réflexion. Et c'est un peu comme ça qu'on a considéré l'exposition, son accueil, et d'organiser ceci qui est une manière d'interroger nos pratiques et nos modes de faire et nos modes d'habiter peut-être aussi, sous le prisme de la sobriété et de la sobriété foncière en particulier. Donc, on a accueilli il y a maintenant 2 semaines Charles Rive et Karim Lagani, architecte urbaniste pour l'un et paysagiste urbaniste politiste pour l'autre, qui nous ont parlé du quartier de Doulon-Gohard, un quartier à l'est de Nantes qui sous le prisme d'à la fois un projet urbain, disons institutionnel, et puis un projet urbain commandité ou porté par les habitants. Donc, c'était une manière de croiser finalement des manières de faire, des regards. Et il nous semblait important d'intégrer dans ce cycle la question du paysage, qui est une notion extrêmement importante pour nous, et qui trouve tout à fait sa place dans une école d'architecture, à la fois par ses moyens, ses outils et ses méthodes,
qui nous semble tresser des correspondances entre les métiers de conception des espaces dans lesquels nous évoluons. Et donc c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Léa Hommage et Mathieu Delmas, qui ont fondé l'ALU, l'atelier l'ALU, la forme et l'usage, qui est un atelier dédié à la conception de projets de paysage et d'urbanisme. Donc on n'est pas uniquement sur les questions du paysage. Rapidement, pour les présenter, ils ont été lauréats des albums des jeunes architectes et paysagistes en 2018, du concours Europan 12, et puis plusieurs mentions, dont une mention spéciale au palmarès du paysage en 2025, si je ne m'abuse. Et ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est que l'approche, elle est multiscalaire, donc elle croise des échelles. Donc c'est ce qu'ils vont nous montrer aussi au travers d'un certain nombre de leurs réalisations ou études sur des territoires variés, donc des situations éminemment contemporaines, et qui articulent à la fois, qui considèrent plus exactement le projet de paysage comme un levier de transformation de l'espace et comme un support d'échange. Là, je cite le site internet, mais je pense que c'est assez révélateur et emblématique de leur démarche. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai très, très envie, j'imagine, comme vous, de les écouter. Et on va les écouter pendant une heure, je pense, à peu près. Voilà. Et puis j'espère surtout qu'il y aura un débat, une discussion ensuite pour pouvoir ouvrir la réflexion. Merci, c'est à vous. Voilà. Familiarisation avec le matériel. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présents. Donc effectivement, le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est la question de l'économie dans le projet de paysage, ou le paysage par économie, c'est un titre autour duquel on a pas mal tourné. Cette conférence, elle a pour ambition de partager avec vous nos réflexions sur la manière dont l'économie est à la fois une condition d'action, donc faire avec peu, mais aussi un choix de conception, intervenir avec sobriété. Donc on va avoir une présentation un peu en deux parties, avec des projets qui viennent à la fois de l'agence, mais aussi des projets qui font référence pour nous, de paysagistes qui nous ont précédés. On cherchera à comprendre ce que produit aussi, d'un point de vue esthétique, cette recherche de faire avec moins et ou de faire moins. Tout se joue dans le avec. La préservation des ressources, on va le voir, elle sous-tend l'ensemble des projets qu'on va présenter. Selon nous, elle est un impératif d'action qu'il ne s'agit plus de remettre en question aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment on fait, jusqu'où on va et qu'est-ce que cela produit. On évoquera donc plusieurs projets de manière non exhaustive, mais plutôt avec l'idée d'identifier des postures de travail. De manière transversale, on propose de poser la question du rapport au déjà là, dans notre pratique et au regard de projets de paysagistes qui nous ont inspirés. La première partie, c'est donc celle de faire avec peu de moyens. Et quand on dit peu de moyens, c'est très concrètement avec peu d'argent. On va commencer par évoquer le parc Saint-Jean-Perse à Reims, qui est un projet mené par Jacques Simon dans les années 70. Puisqu'en effet, faire avec peu de moyens, c'est la condition d'exercice de paysagistes d'après-guerre, quand l'urgence de la reconstruction s'est traduite par la mise en œuvre de projets urbains d'ampleur, auxquels certains paysagistes, tels que Michel Corajou ou Jacques Simon, ont participé. Ces paysagistes, selon les termes de Bernadette Blanchon, ils étaient porteurs d'un héritage lié à la pratique des parcs et jardins, désormais confrontés à une nouvelle échelle de projet sous l'impulsion des mutations profondes de la société. Donc à Reims, par exemple, là, juste que vous avez à l'image, c'est un carnet du paysage. Donc si vous ne connaissez pas cette revue, une revue qui est coéditée avec l'école du paysage de Versailles. Et là, c'est une monographie, un hors-série sur Jacques Simon. Et à droite, c'est une revue de critique de projets d'espace public qui s'appelle Banc Public, qui est en ligne et accessible. Et pareil, on vous invite à aller voir parce que c'est très intéressant. Et donc, le propos là s'articule notamment à partir d'éléments de ces deux productions. Donc à Reims, par exemple, Jacques Simon a participé à la création du quartier de la Croix-Rouge, qui est donc un quartier d'habitat social qui est situé à l'ouest de la ville. On n'a pas le temps de parler de Jacques Simon dans le détail, mais c'est un paysagiste dont on vous invite à découvrir le travail, à la fois par sa production en termes de projets de paysage, mais aussi par sa production littéraire, qui est à la fois foisonnante et complètement iconoclaste. Donc voilà, n'hésitez pas.
Donc le quartier de la Croix-Rouge, c'est un quartier dessiné à partir de 1960 par l'architecte Maurice Rotival et construit à partir de 1966 par Claude Damery. Jacques Simon, il intervient à la fois sur les espaces libres au cœur du quartier, donc au nord et au sud de la Croix-Jaune, enfin plutôt au sud d'ailleurs. Mais ça ne va pas être l'objet là de la présentation, parce qu'il intervient également sur les surfaces qui étaient initialement dévolues par le programme à des activités sportives et qui prennent place au nord du boulevard. Ça se voit quand on pointe ou pas? Ah oui, au nord du boulevard Eisenhower. C'est là qu'il conçoit et fabrique le parc Saint-John-Perse au début des années 70. Denis Delbar, donc dans un article de la revue Ban Public, nous dit de son travail: il propose d'aménager un parc que nul n'avait prévu afin d'introduire à proximité mais en marge du quartier un espace autre, un horizon sans fonction déclarée, préservé de l'obsession fonctionnaliste des urbanistes. Il ne dispose pour cela d'aucun budget et il invente donc le parc esquisse, représenté ici en photomontage par Jacques Simon. Donc ça, c'est un photomontage qu'il a lui-même réalisé, qui est de qualité moyenne parce que c'est pas facile d'avoir accès aux archives, mais qui montre vraiment l'ambition de son projet. Il propose aux entrepreneurs chargés du gros œuvre, des bâtiments qui constituent le quartier de la Croix-Rouge, puisque le quartier de la Croix-Rouge, c'est des milliers de logements construits. Et donc, il propose aux entrepreneurs chargés du gros œuvre de récupérer les 40 000 mètres cubes de déblais de fondation qu'ils auraient dû évacuer en décharge. Et donc, il produit ce plan, le coût de 40 000 mètres cubes de remblai, qui devient en fait le coût du projet, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet à 0 €, c'est-à-dire que c'est une économie. Il fait avec cette matière qui était disponible et qui aurait dû être évacuée en décharge, la matière même de son projet. Il modèle donc ces 40 000 mètres cubes en un merlon de 3 mètres de hauteur qui vient circonscrire une grande prairie centrale de forme ronde de 12 mètres de diamètre, de 120 mètres de diamètre, sinon ça ne marche pas, simplement échancrée dans sa partie sud-ouest vers une chapelle qui était présente sur le site. Il fait ensuite planter très densément, juste pour l'anecdote quand même, il savait conduire des tractopelles, donc il a participé lui-même au chantier. Ça s'est fait extrêmement rapidement, parce que 10 jours c'est très court pour faire sortir de terre un projet de cette ampleur. Mais voilà, comme il savait conduire les tractopelles, ça a aidé. Il fait planter ensuite très densément de simples baliveaux. Donc les baliveaux, c'est des tout petits arbres, invendus de pépinière car mal formés, qui génèrent en quelques années un anneau d'arbres autour de cette grande clairière centrale. Cette méthode produit en fait un paysage que nous, en tout cas, on qualifie d'une grande simplicité et d'une grande lisibilité. Donc c'est une grande pelouse, un ourlet arboré, aucun élément de mobilier, à part peut-être ce but-là. Il faut savoir que ça a été aménagé donc, dans les années 70. Ça, c'est des photos qui sont assez récentes. Ce n'est pas nous qui les avons prises, c'est Chloé Trabant dans le cadre d'un article dans les carnets du paysage. Et c'est un endroit qui a très peu bougé finalement depuis les années 70, alors qu'il est totalement sous-équipé. Il n'y a quasiment pas de bancs, pas de panneaux de signalétique. En fait, il n'y a aucun élément de mobilier qui rappelle qu'on est sur un espace public aménagé. Et en l'occurrence, puisque ça s'est fait avec des moyens extrêmement limités. Ce qui nous intéresse, c'est donc ça produit un paysage très simple, lisible, finalement assez calme, notamment par l'étendue mise à disposition, mais aussi nerveuse par la façon dont il a eu de planter les arbres extrêmement serrés, ce qui a fait que ça a favorisé leur pousse vers le haut et donc la manière comme ça d'ériger un paysage de manière très soudaine. Michel Violet dit de son travail « La recherche du grand geste, du geste simple, radical et efficace qui installe le paysage était au cœur de sa méthode. » On trouve que l'esthétique que produit ce projet, on propose en tout cas d'appeler l'esthétique que propose ce projet esthétique de la fulgurance. De par cette capacité comme ça à faire émerger très rapidement un nouveau paysage. Et ça nous évoque, et on verra, on va mailler un peu la présentation d'œuvres picturales qui, selon nous, se positionnent un peu en écho finalement à ces projets. On pourra peut-être en reparler à la fin. Et donc là, on a choisi une œuvre de Joan Mitchell, qui est une peintre américaine, dont la pratique accorde une place importante, voire fondamentale, à l'expression du geste,
et qui dit de son propre travail « Je peins à partir de souvenirs de paysages que j'ai portés en moi ». Selon nous, on retrouve chez Simon la même relation entre économie de moyens, intensité du geste et puissance de la forme produite. Donc ça, c'est une première référence qui pour nous est assez importante. Une deuxième, dans un contexte qui est pas du tout le même et plus contemporain, mais qui nous montre que faire avec peu de moyens, c'est aussi la condition de fabrique du projet urbain dans un contexte de crise économique. Donc on va encore parler de Chemetov. Mais bon. Donc là, on est à Saint-Étienne et Alexandre Chemetov et son équipe, donc du Bureau des paysages, ont travaillé sur le parc François Mitterrand qui lui-même prend place dans une ZAC qui s'appelle la ZAC Manufacture Plaine Achille. Et là, dans ce contexte-là, Alexandre Chemetov parle d'économie inventive. Considérant que l'économie était le principal problème de ce territoire en décroissance, il propose de faire, suivant ces termes, de la recherche de l'utilisation raisonnée de la moindre dépense un objectif premier du projet. Il ne s'agit pas seulement de faire des économies, mais d'intégrer l'économie au processus de projet. Là, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, il nous dit « L'argent est une matière première de la construction et de l'aménagement ». Le parc François Mitterrand, il s'étend sur 13 hectares, donc au sein d'une vaste opération de renouvellement urbain qui s'appelle donc Manufacture Plaine Achille. Et il occupe en fait un ancien parking à l'articulation de plusieurs équipements publics, palais des spectacles, piscines et gymnases. Sa principale qualité, c'est l'épais cordon boisé qui vient le délimiter notamment au sud et un peu à l'est. Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, sur lequel, là on ne va pas s'étendre parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais pareil, il y a un banc public aussi sur ce sujet-là. Alexandre Chemetov ne touche ni au nivellement, enfin décide de ne toucher ni au nivellement ni aux fondations, et pour partie même pas vraiment au revêtement de surface du parking, dont les marquages apparaissent encore en surface de l'aménagement actuel. Il se contente de tracer de larges allées qui permettent de lier les équipements entre eux. Il complète les plantations, notamment avec des strates plus jardinées, et il met en œuvre un stabilisé dit fertile qui permet donc un espèce de revêtement un peu dur mais qui poussote, enfin quand il pleut, parce que quand il fait en plein été il est plutôt jaune, mais qui permet de continuer d'accueillir sur ce site la Foire Expo. Les photographies qu'on présente là, elles sont donc issues du livre dont vous avez vu la couverture juste avant, qui s'appelle Redessiner. Ce sont des photographies d'Arnaud Dubois-Freinet. Et en fait, on aurait pu mettre nos propres photographies, mais on trouvait intéressant de montrer la manière dont Alexandre Chemetov décide de montrer ce projet. Et on a extrait ces deux photos qui nous montrent un avant-après et qui disent bien la dialectique avec le dégel que cherche à poser Alexandre Chemetov. Et cette deuxième série de photos avec des vues en légère plongée de sol qui nous montre finalement une attention très particulière à la recomposition des matériaux les uns avec les autres qui forment l'esthétique du projet. Et donc là, on lui a pas demandé son avis, mais on a décidé d'appeler, enfin en tout cas on propose d'appeler cette esthétique qui pareil en fait est fondée sur une économie de moyens financiers qui est assez proche de celle de Jacques Simon, mais qui selon nous ne produit pas du tout la même esthétique. On propose de l'appeler esthétique du collage ou du rapiècement. Et elle nous évoque le travail de Kurt Schwitters, un artiste allemand dont le travail s'inscrit dans l'après-Première Guerre mondiale. Et l'un des principes de son travail, c'est d'utiliser tous les matériaux imaginables avec la volonté déclarée de construire des choses nouvelles à partir des débris. Et il dit de son travail « Je me sentais libre et j'éprouvais le besoin de crier ma joie à la face du monde. Pour ce faire et par mesure d'économie, je pris tout ce que je trouvais. Car le pays était très appauvri. On peut fort bien créer avec des détritus, et c'est ce que je fis en les collant ensemble, en les clouant. » On va maintenant parler d'un projet qu'on a mené à l'agence qui s'appelle le parc de Méan-Pinhouette, que l'on a livré en 2024 à Saint-Nazaire. Et on a choisi de vous parler de ce projet à partir des collages qu'on a réalisés en phase étude sur différents lieux de ce parc. Mais on y reviendra un peu plus tard parce que tout d'abord, quelques éléments de contexte. C'est une consultation qui a été lancée par la Carène en 2017 pour, je cite, la requalification de la façade urbaine du boulevard des Apprentis,
lié à son dévoiement d'environ 100 mètres vers le quartier, depuis la partie portuaire vers le quartier qui est plus à l'ouest. Pour étendre la zone de prémontage qui est en amont des DARS pour les chantiers de l'Atlantique qui s'appelaient STX à l'époque. Le budget de cette opération était de 3,6 millions d'euros pour une surface d'environ 4,5 hectares. Donc on est sur un coût d'aménagement d'environ 80 euros du mètre carré. C'est donc à l'est de la ville de Saint-Nazaire que se développe ce projet dans le quartier ouvrier de Méan-Pinouette et qui, dans son programme, a différents espaces qui sont pour beaucoup des délaissés, des résidus de l'infrastructure, comme par exemple le chemin de la petite usine, qui est ici en entrée de quartier, qui longe et jouxte la zone portuaire et également un lieu de desserte des dernières habitations du quartier. Le Merlon, qui est une levée de terre d'environ 3 mètres de haut, qui est hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Le square des Aviateurs, qui est un petit square aménagé dans les années 90 avec une petite aire de jeu un peu désuète. Et également la voie américaine qui traverse le quartier et sort du périmètre d'études, qui est une ancienne voie ferrée, mais qui là date de la Première Guerre mondiale et qui est aujourd'hui très identifiable par ce double alignement de pins parasols qui finalement rejoignent les voies ferrées existantes jusqu'à cette zone portuaire. Et un dernier espace qui est plus en centralité dans le quartier, un parking d'environ 200 places, qui est entièrement dévolu au stationnement, complètement imperméabilisé, en lien entre la maison de quartier, la halle de Méan et l'entreprise Cides, pour ceux qui connaissent, qui construisent les camions de pompiers notamment. Donc inscrit dans ce tissu résidentiel et industriel, le site de projet, il est vraiment à l'interface entre, lorsqu'on dézoome, entre deux sols, entre les marais de Brière et les vasières de l'estuaire de la Loire. Estuaire qui a été largement remblayé, notamment pour la construction du port, et qui fabrique aujourd'hui une sorte de paradoxe où finalement le sol du terre-plein portuaire et industriel se retrouve environ 1 à 2 mètres plus haut que le sol du quartier. Donc finalement, à cet endroit, la goutte d'eau, le ruissellement de l'eau coule à l'inverse de la Loire. Les deux autres constats qui sont structurants pour le projet, qui ont été structurants pour nous dans la composition du projet, qui sont apparus lors de la prise de site, ce sont deux contrastes. Ici aussi, le contraste d'échelle entre le quartier résidentiel avec ses hauteurs de référence qui sont la maison avec un étage et les 90 mètres de haut des grands portiques et très grands portiques qu'on voit à l'horizon. Donc on voit là, appelés portiques STX, mais il ne s'agit plus de les appeler STX aujourd'hui. Et les rythmes très contrastés entre la ville du résidentiel, la ville du quotidien et la ville du travail, qui est très intense, bruyante. Le rythme que l'on a sur les chantiers navals, c'est les 2-8, voire les 3-8, dans les périodes de production intense. Donc cette dualité ou ces contrastes, on les a aussi largement observés donc, lors de nos visites de site, mais également dans le cadre d'une démarche de concertation où là les photos de ces lieux avant aménagement sont des photos issues d'appareils photo jetables que l'on avait donnés à un groupe d'habitants investis dans la démarche de concertation pendant la phase de diagnostic et d'esquisse. Et qui mettent en évidence finalement ces rythmes et ces échelles de contraste entre le quotidien, la quasi-intimité d'un centre de quartier et cette vie qui est liée au chantier avec l'échelle un peu démesurée des infrastructures portuaires. En étude, et afin de partager ce qui n'était pas encore vraiment l'idée d'un parc, la commande n'était vraiment pas là et on commençait à avoir les prémices de cette idée. On a travaillé à base de collages issus d'œuvres picturales qui ont été une source d'inspiration pour nous. Et donc l'objectif était qu'une manière d'envisager la transformation de ces différents espaces, nous sommes partis de ces œuvres pour les emmener dans un autre endroit, pour les emmener ailleurs, pour emmener le site de projet finalement dans un autre endroit, pour les emmener sur un ailleurs.
Finalement, ces images, elles projettent vers un autre possible, encore inconnu. La juxtaposition de fragments de ces œuvres picturales et d'éléments qui sont simplifiés du site exprime des potentialités qui sont contenues dans l'existant et qui recomposent le réel dans la perspective de sa transformation. Donc ces collages que l'on verra par la suite, ils n'ont pas vocation à être réalistes, mais à laisser une large part à l'interprétation et à l'imagination. Donc ils ont été un outil de travail à la fois avec les habitants du quartier et avec notre maître d'ouvrage dans le fait de chercher à composer là un projet qui prenait de la façade du boulevard une idée de parc qui était inexistant dans la commande. Et donc on va balayer un peu ces trois lieux structurants du projet. Et donc le premier, le parking du Prégras, donc encore une photo avant aménagement prise par l'un ou l'une des habitants. Donc cet espace à l'intérieur du tissu urbain du quartier qui est entièrement imperméabilisé, pour lequel on a ici sollicité la peinture de Lorenzo Mattotti dans ce qu'elle évoquait de potentiel urbain, d'une réelle urbanité, d'une activité avec une certaine intensité. L'esplanade du Prégras est un endroit qui est vraiment à 2 pas du centre-bourg du quartier de Méhampin-Oued. Je l'ai dit, les Halles, mais la maison de quartier, qui est un acteur assez important de ce quartier. Et finalement, cette estrade qui a été aménagée, qui prend en charge une contrainte technique qui nous a été imposée, qui est menée par ailleurs dans le cadre de l'aménagement, était la création d'un bassin enterré pour décharger les canalisations d'eau pluviale du quartier. Et donc finalement, cette estrade qui est légèrement en surplomb est un espace polyvalent qui, ici, est prise en photo lors du festival Bouge, qui est organisé par la maison de quartier tous les ans. En partie centrale, c'est le square des Aviateurs, donc cet espace qui était, à force d'aménagements successifs, c'était un peu encombré d'éléments qui pouvaient être pour certains vieillissants. On a sollicité la peinture de Éric Barry, que l'on voit ici à gauche, notamment pour ce qu'elle évoque du terrain humide, des marais qui étaient préexistants à la fois à la ZIP et au quartier, et dans cette hypothèse de retrouver un espace prairial, humide, ouvert, en cœur même de ce quartier d'habitation. On a là cherché finalement à ouvrir cet espace, créer une prairie, ramener les équipements de jeu sous l'alignement de pins de la voie américaine et retrouver finalement cet espace d'une certaine simplicité mais avec une réelle polyvalence dans ses usages et qui fabrique également une sorte de mise à distance avec les habitations qui sont limitrophes. Enfin, pour l'espace du Merlon, cet espace largement en friche, qui était un arrière du quartier, un espace délaissé, peu aimé par les habitants, si on croit ce qui nous en disait. Nous avons, dans la peinture de Caspar Friedrich, gardé uniquement les deux silhouettes des personnes qui regardent l'horizon, parce que leur posture nous semble dire ici qu'il y a quelque chose qui mérite d'être regardé. Et finalement, ce collage était de dire que cet ouvrage, ce Merlon hérité de la Deuxième Guerre mondiale, était l'occasion de régler une interface entre l'immensité des chantiers navals le long de l'estuaire et l'échelle résidentielle beaucoup plus calme et intime en arrière. Et donc ça a été la création notamment d'un cheminement long de un peu plus de 100 mètres qui fait face, qui rejoint l'extrémité du Merlon et qui fait face sur 100 mètres de long, comme une sorte de promenade belvédère face à la zone de prémontage des chantiers de l'Atlantique. Et donc faire parc, ça a été la recomposition de ces différents lieux, mais aussi le fait de remettre en proximité des lieux qui étaient à la fois physiquement et symboliquement dissociés les uns des autres. Et donc le travail a été notamment de créer
de manière très pragmatique, des escaliers pour franchir ce merlon, assurer des liaisons entre la partie portuaire des chantiers navals et le quartier, de faire tomber des clôtures, d'ouvrir des cheminements là où ils étaient que des impasses, pour finalement pouvoir parcourir ces différents espaces dans une certaine continuité, en retrouvant les différents équipements nécessaires à la vie du quartier pour le quotidien, notamment cette aire de jeu qui a été installée à l'ombre des pins parasols. Donc dans ces les trois projets qu'on vient de présenter, l'économie de moyens s'accompagne d'une certaine simplicité de l'intervention, tout en produisant des esthétiques assez différentes. Mais il nous semble que ce qu'ils ont en commun, en tout cas on espère qu'ils l'ont en commun, c'est aussi la générosité de l'espace produit et son ouverture à une certaine polyvalence des usages. On pourrait finalement qualifier cette première approche d'extensive, à savoir faire plus à ressources constantes. On va maintenant évoquer des projets où la question est moins celle de la maîtrise des coûts que celle de la maîtrise de l'intervention, comme choix de conception à part entière. Et pour ça, on va parler du campus productif de Montpertuis-Palazol dans l'Allier, qui est un projet qu'on mène à l'agence. Non, je le redirai après. Donc, le projet du campus productif de Montpertuis-Palazol, c'est juste à côté de Vichy. Et l'objectif, c'est de réinvestir une friche industrielle de 125 hectares, occupée pendant plus de 100 ans par une entreprise qui s'appelle la Manurin, qui était une entreprise de fabrication de munitions pour l'armée. Et suite au départ de cette entreprise, suite aussi à la dépollution pyrotechnique du site, qui a pris 8 ans, et à son acquisition par la collectivité, l'objectif est donc d'accueillir de nouvelles activités industrielles et tertiaires. En fait, on a commencé à travailler sur ce projet dans le cadre du concours Europan, dont on a été lauréat en 2013, donc ça date, au moment où on a créé l'agence. Il s'est ensuite passé plusieurs années sans qu'il se passe rien pour nous, et puis on a été rappelé finalement il y a 3 ans pour poursuivre les réflexions. Donc le site, il occupe 125 hectares d'un seul tenant. C'est un site qui est entièrement clôturé, non accessible, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il se situe à moins de 3 km du centre-ville de Vichy, et pour avoir un peu une idée de l'échelle, 125 hectares, c'est la même surface que le centre-ville de Vichy. Donc c'est quand même une emprise foncière assez importante. Et donc il se situe sur la rive ouest de l'Allier. Et il est composé en gros de 3 ensembles. La partie Palazol sur l'ouest du site qui vient se raccrocher à la forêt de Charmeil. Une partie centrale qui est plutôt formée de prairies en cours d'enfrichement qui se raccroche aux parcelles agricoles au nord et au sud. Et ce qu'on appelle la partie Montpertuis, où là on a une imbrication plus fine entre les anciennes occupations productives et des boisements, mais aussi 2 cours d'eau qui viennent longer le site, la goutte de la Fontaine et la goutte Janton. On dit goutte dans l'Allier. Le PLU identifie aujourd'hui une surface de 85 hectares urbanisables sur les 125 hectares du site. L'enjeu pour nous, ça a consisté à donner du grain à cette grande surface blanche qui apparaît là sur la photographie aérienne, de manière à définir les emprises à urbaniser à partir d'une lecture des milieux. Et donc à trouver le juste équilibre entre préservation des qualités environnementales du site et réponse aux besoins des industriels. Or, les besoins de ces industriels sont particulièrement dimensionnants, puisque les industriels ont besoin de parcelles de plusieurs hectares d'un seul tenant, planes et imperméables, associées à une desserte poids lourd efficace. Donc on est quand même sur des très gros objets qu'il faut réussir à accueillir dans un site mosaïque qui est assez complexe, et on va le voir juste après, notamment par la lecture des milieux. On a donc mené un travail de reconnaissance des milieux, donc pas tout seul. On a été aidé pour ça d'écologues qui ont réalisé ce qu'on appelle une étude 4 saisons, donc sur 4 saisons d'affilée, donc à la fois faune et flore. On a récupéré les données de ces écologues et ensuite on les a cartographiées, notamment de manière à sortir d'une lecture un peu binaire du site. En gros, c'est boisé, et quand c'est boisé, c'est intéressant, et quand c'est pas boisé, c'est pas intéressant. Et en fait, on avait
l'intuition, depuis déjà le concours, qu'il y avait une certaine richesse dans toute cette partie centrale, prairiale, en réalité composée d'une grande diversité de milieux, soit déjà bien installés, soit en devenir. Et puis aussi, c'est là où en fait, à l'issue des études, on s'est rendu compte qu'on avait aussi la majorité des zones humides, ce qu'on ne savait pas à l'époque, mais il s'avère il y a énormément de zones humides dans cette partie centrale. Et donc il y a à la fois eu un travail de cartographie des données fournies par les écologues, mais aussi un travail de reconnaissance photographique. Et donc on a confié une mission à un paysagiste et photographe qui s'appelle François Faguet, avec l'idée de donner à voir ce site. Parce qu'en fait, comme le site a été fermé est toujours fermé et fermé depuis un siècle, une espèce d'absence de représentation de ce qu'il s'y passe ou de ce qu'on y trouve. Et donc, voilà, là, on voit que le travail de François a permis aussi de comprendre la matière de ce site, la matière des présences végétales et les paysages qu'il forme. Donc là, on est sur les formations végétales dites ouvertes, donc plutôt prairiales. Mais on a fait le même travail sur les formations végétales dites fermées, donc plutôt boisées, où on voit aussi là la corrélation entre la situation de ces boisements sur le site, leur diversité. Donc pareil, parce qu'en réalité, on a des chênaies charmées, chênaies acides. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en réalité, il y a une certaine diversité de milieux présents qui fabriquent là aussi des paysages assez intéressants. Et donc, on a vraiment fondé notre travail sur la reconnaissance de ces milieux. C'est ce qui nous a permis en fait de définir une stratégie d'intervention qui consiste à ménager, à conserver sur le site ce qu'on pourrait appeler des épaisseurs suffisantes. Donc, c'est-à-dire des épaisseurs de boisement, de lisières ou d'espaces prairiaux qui sont suffisants pour remplir finalement leur fonction écologique, c'est-à-dire leur fonction de corridor écologique pour la faune et la flore, mais aussi leur fonction de continuité avec les milieux adjacents. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a des prairies en partie centrale, et le fait de maintenir cette grande ouverture permet aussi de maintenir une perméabilité avec les parcelles agricoles au nord et au sud. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment cette idée de définir ces épaisseurs suffisantes, et donc c'est en creux finalement qu'on a en creux, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais défini le parcellaire, à la fois pour la partie Palazol et Montpertuis, c'est-à-dire une fois qu'on avait considéré qu'il fallait 50 mètres de large de boisement d'un seul tenant pour assurer la fonctionnalité de corridor, et ben voilà, par défaut, ça nous donnait la limite de la parcelle urbanisable. Et donc ça produit ce plan qui est assez... qui montre bien qu'on a des stratégies d'intervention qui sont assez différentes à Palazol, où on vient s'adosser à un grand boisement, un boisement de grande ampleur qui est la forêt de Charmeil. Et donc c'est là où on vient installer les plus grands tènements fonciers, notamment industriels, et la partie Montpertuis à l'est, où là au contraire on vient tisser à l'intérieur d'un parcellaire existant, puisque ce travail n'a pas été conduit que sur les milieux, mais aussi sur l'héritage des tracés, des voies, du parcellaire, etc. Mais voilà, là on voulait focaliser sur cette question. Et puis peut-être pour terminer sur ce projet, mais dire que la préservation des milieux, notamment leur sanctuarisation pour partie, puisqu'il y a toute une partie du site qui du coup est proposée à la sanctuarisation, elle va aussi avec une fonctionnalisation des parties qui sont en fait les plus je trouve pas le bon terme, qui pourraient être les plus prédationnées. Je sais que c'est pas bon, mais c'est que ces prairies centrales, c'était le lieu où il était évident d'imaginer une urbanisation, puisque c'est à peu près plat, il n'y a pas d'arbres, et on se dit que c'est là où c'est facile de venir installer l'industrie. Et donc, pour assurer finalement la pérennité de cette ouverture prairiale, on a proposé d'y associer la gestion de l'ensemble des eaux pluviales du site, enfin notamment, non pas de l'ensemble, mais de la totalité des parcelles industrielles qui se situent à l'ouest. Donc il y a un peu cette idée de venir fonctionnaliser finalement ces espaces qui sont préservés de manière à leur donner un rôle finalement dans le fonctionnement du projet. J'ai perdu le fil. Et donc là, deux images juste pour dire que ce travail sur les grandes continuités naturelles, il vient aussi se décliner dans la manière de penser les espaces publics, puisque une autre idée forte du projet, c'était de dire que on n'allait pas faire un quartier monofonctionnel uniquement d'activité, mais que le maintien de ces grandes perméabilités écologiques devenait aussi l'opportunité
devenait aussi le support possible de continuité pour les piétons, les cycles, et donc d'imaginer un site qui soit traversant. C'est pas gagné, on n'est pas au bout du projet, parce que c'est compliqué pour les industriels d'imaginer que leur site puisse être traversé par des promeneurs. Mais on y travaille, et pour l'instant, on a plutôt l'écoute de notre maîtrise d'ouvrage. Et alors, à une échelle extrêmement différente, on voulait évoquer cette même stratégie d'une sorte de contraste d'intervention sur un projet que l'on a mené ici à Nantes sur un îlot de logement d'1 hectare dans le quartier Erdre-Porterie. Donc la parcelle d'accueil de l'opération était un ancien verger qui s'est progressivement enfriché et qui, au bout de 15 ou 20 ans, était devenu une jeune chênaie en devenir qui était finalement pas très perceptible sur les photos aériennes, mais dont la prise de site a permis de se rendre compte finalement de cet état végétal assez actif sur lequel le projet de la ZAC dans sa globalité, et notamment de cet îlot d'1 hectare, allait devoir se construire dans les années qui viennent. Et donc, notre proposition, elle s'est fondée sur 3 grands principes. Le premier, c'est de sanctuariser, ici aussi, mais finalement là, le boisement en partie centrale de l'îlot. Un boisement qui est un potentiel espace refuge réel en cœur d'îlot. Là, donc, on est après les constructions et l'aménagement. 2, c'est du coup de concentrer et de déployer l'ensemble des constructions, des accès, des équipements en périphérie de ce boisement central, de ce bosquet, par un travail qui est un travail assez fin du nivellement et de l'accès à chacun des bâtiments. Ce travail sur ces nivellements, ces seuils, a été nécessaire aussi pour s'assurer que l'ensemble des circulations puissent longer les bâtiments, les desservir sans trop empiéter dans la partie boisée centrale, que l'on a cherché finalement à agrémenter, notamment d'une strate de plantation nouvelle, là ici un alignement de magnolias, d'apporter un certain soin au résidentiel en pied d'immeuble, et qui par contraste finalement magnifie ce côté assez rustique de ce bois qui est laissé dans son expression assez naturelle. Et donc l'ensemble de ces circulations et de ces équipements, notamment un petit espace de jeu qui se déploie sur la périphérie de l'îlot. Et enfin, la troisième stratégie, elle est du coup, je l'ai dit, dans une échelle extrêmement différente. Mais là, on a un boisement qui fait à peu près 1/3 de la surface qui a été soustrait à l'aménagement, dans lequel on a uniquement travaillé en remblai, sur de très légers remblais, parce qu'il était hors de question d'aller terrasser au pied des arbres, pour ramener l'ensemble des eaux pluviales de l'opération au cœur de ce boisement, à la fois afin de fonctionnaliser cet espace, de garantir une certaine pérennité, mais également d'apporter ce qui est nécessaire en termes de ressources pour le bon développement de ce boisement qui évolue aujourd'hui dans un contexte qui est radicalement différent, qui est même assez brutal, avec l'arrivée de plusieurs centaines de logements à proximité directe. Donc finalement, à l'intérieur de ce bois, là on voit juste un ouvrage qui est lié à la gestion des eaux pluviales et qui sont venus se poser. Aucun déblai et uniquement quelques remblais très limités au pied des arbres. Peut-être pour compléter, mais ce que vous voyez là, c'est un passage à gué. Donc les fentes, c'est ce qui gère le débit entre les différents bassins de la partie centrale. C'est un peu technique, mais juste pour expliquer cet ouvrage. Donc ces 2 projets, ils ont en commun d'engager des moyens finalement assez contrastés entre les différentes parties du projet, et de s'appuyer sur une approche systémique du paysage où chaque partie est utile à l'autre.
Et il nous semblait intéressant, donc là l'exercice un peu inverse, mais de rapprocher cette stratégie de ces deux œuvres qu'on aime bien voir l'une à côté de l'autre. Le rideau jaune à droite d'Édouard Vuillard et une œuvre qui s'appelle Ocean Spark numéro 67 de Richard Diebenkorn, qui est un artiste américain. Et en fait, ces deux images qui nous plaît dedans, c'est que, selon nous, elles racontent cette manière de ménager ses efforts, ou en tout cas de ne pas intervenir partout avec la même intensité, puisqu'on retrouve à chaque fois ces grands aplats, alors jaunes et beige, et puis un travail sur le bord ou à l'intérieur de l'image avec une présence très forte du motif, donc quelque chose de beaucoup plus dessiné. Et pour nous, ça fait complètement écho finalement à la stratégie à deux échelles très contrastées des deux projets qu'on vient de présenter, où voilà, à certains endroits on va plutôt travailler à ne pas intervenir et à d'autres apporter beaucoup de soins, voire même travailler la question de l'ornement, parce que voilà, selon nous la question de l'économie de l'intervention ne va pas nécessairement avec le minimalisme de cette intervention d'un point de vue esthétique. Donc voilà, et sans transition. Peut-être pour conclure, enfin en tout cas ouvrir après la discussion avec vous, on va parler d'un dernier projet qu'on n'a pas vraiment choisi de situer ni dans la première approche sur l'économie de moyens, ni dans la deuxième sur l'économie de l'intervention, qui est le travail qu'on a produit dans le cadre du dialogue compétitif de la phase 4 du projet urbain de l'île de Nantes, qui concernait principalement la transformation de la pointe sud-ouest de l'île, avec la création notamment d'un parc de 10 hectares. Donc un dialogue compétitif, c'est un concours en plusieurs étapes qui offre l'occasion aux équipes engagées d'échanger avec la maîtrise d'ouvrage afin d'ajuster leurs propositions. C'est donc un format de mise en concurrence qui place la question méthodologique au cœur de la proposition. On était donc 4 équipes engagées dans ce dialogue et c'est l'équipe formée par Dicila avec l'atelier Georges qui a été désignée lauréate. Si on évoque ce projet aujourd'hui, c'est plutôt pour partager la poursuite de nos recherches sur la double question du rapport au déjà là et de la représentation. Donc c'est plutôt des ouvertures qu'une conclusion, mais on va quand même vous expliquer un peu ce qu'on proposait, mais assez rapidement. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de la proposition. Mais en tout cas, notre proposition, elle s'articulait autour de l'idée que le projet était contenu dans le déjà là, qu'il n'y avait pas lieu de renouveler ses formes, mais plutôt d'opérer ce qu'on a appelé une révolution de ses usages et de ses ambiances. On posait donc les hypothèses de travail suivantes, et tout est dans la formulation. Selon nous, le faisceau de voies ferrées, aujourd'hui désaffecté, qui s'étire de l'intérieur de l'île jusqu'à la Loire, c'est un parc. On a également dit que le quai du président Wilson, qui vient border l'île sur sa limite sud, c'est une promenade. Et que les îlots productifs, qui marquent aussi l'histoire de l'île de Nantes, de par leur taille assez importante et puis la mixité des usages qu'on pouvait y trouver, selon nous, c'est déjà un quartier. Et donc, pour arriver un peu à cette proposition, la première étape de notre travail, elle a consisté à représenter sur un même plan, donc c'est un plan qui n'est pas hyper facile à lire, mais sur un même plan ce qu'on a appelé les existants. Donc le pluriel est important parce que dans les existants, selon nous, il y a à la fois le bâti, ses affectations, les tracés, les formations végétales régulières ou spontanées qu'on va pouvoir retrouver sur site, les rails, le parcellaire, donc le cadastre, c'est ce qu'on voit peut-être pas très bien mais en rouge, mais c'est aussi les projets qui sont en cours ou qui vont arriver mais dont on sait qu'ils vont arriver, donc la suite du quartier République, la nouvelle ligne de tramway et le centre de tri des terres qui fait beaucoup polémique et qui est en partie central ici. Et finalement, c'est ce plan, associé au calendrier d'acquisition des fonciers par la collectivité, qui a fondé le dessin du projet. On a également cherché à une manière de représenter cette idée de superposition de nouveaux usages sur des tracés hérités. Et donc c'est passé par plusieurs essais, plus ou moins concluants, mais enfin on voulait vous les présenter là, plutôt comme une matière à réflexion.
d'abord, on a remobilisé les collages qu'on a déjà vus tout à l'heure sur Pinwet, mais un peu différemment, là notamment pour raconter un parc en train de se faire, donc plutôt pour introduire la question de la temporalité. Ça, c'était un premier essai. Ensuite, il y a eu un deuxième essai qui est presque hyper littéral, qui a été de dessiner sur les photographies, de dessiner au trait noir et en blanc directement sur les photographies du site, comme une manière de dire le projet est déjà là, il est contenu là, et donc on vient superposer des usages à ce qui existe déjà. Donc ça, par exemple, c'est à nouveau le parc. Donc on avait une première version, là c'est une deuxième version. À nouveau le parc avec un angle qui change un peu. Et puis à gauche, là, on est à côté du Solilab sur la création d'une liaison avec la Loire. Et à droite, au niveau du quai. Donc à chaque fois, l'idée, c'était de laisser apparaître dans l'image de projet ce que l'on trouve sur place et de vraiment de les intégrer à l'image projetée. Ces images, selon nous, elles suggèrent une stratégie d'intervention que l'on pourrait résumer ainsi. Le déjà là est une condition matérielle et formelle suffisante du projet. Le rapport à l'histoire qui en découle ici, en tout cas dans cette stratégie de projet, selon nous, il est ni interprétatif, ni symbolique ou métaphorique, mais il est matériel. Et là, on citait Bernard Lassus, un autre paysagiste, et ça sera le dernier, qui parle du projet de paysage comme une inflexion du processus de l'évolution ordinaire des lieux. Et on trouve cette phrase très belle et assez caractéristique du travail que l'on a cherché à faire sur ce projet. Et selon nous, donc, le corollaire de cette hypothèse, c'est la place donnée au processus plutôt qu'à la composition. Et donc le dernier élément qu'on va partager, c'est celui d'un petit fascicule qu'on a réalisé sur la mise en œuvre du parc sur le temps long. Et pour ça, on s'est à la fois appuyé sur un intérêt de longue date à l'agence pour la question de la bande dessinée, qui selon nous est un outil qui permet d'échapper au point de vue unique et de donner de la place à la question de la temporalité. Mais aussi sur les ouvrages, là très directement dans le cadre du dialogue compétitif de l'île de Nantes, sur les ouvrages de Yona Friedman, pas pour le fond, mais pour la forme. C'est-à-dire pour ça, la manière qu'il a d'illustrer en fait le cheminement de sa pensée par des toutes petites iconos qui en fait permettent vraiment de comprendre son cheminement, qui ont vraiment cette vertu d'être très pédagogiques et très simple d'accès. Et donc c'est un peu sur ce modèle-là qu'on a constitué un fascicule qu'on a appelé le parc de Loire des Demain et qui avait pour objectif finalement de raconter en un seul document qui associe des illustrations, des schémas, des photos de l'existant, des photos de référence, en fait tout ce qui fonde un peu la manière dont on construit un projet. Alors il n'y a pas de plan masse et il n'y a pas de grande vue d'ensemble, mais enfin en fait c'est pas tout à fait vrai parce qu'à la fin oui, mais en tout cas c'est une manière finalement de raconter par une mise en récit la façon dont un projet comme celui-là va nécessairement demander beaucoup de temps, demander des niveaux d'intervention assez variés qui vont de la reconnaissance d'un existant, de la compréhension de la qualité des sols, de la compréhension du rythme de libération du foncier, du fait d'envisager des actions qui sont à la fois à court, à moyen et à long terme, mais aussi qui vont aller venir convoquer des références à nouveau. Alors là, c'est le Rimmer Park en bas à droite. On n'en a pas parlé finalement donc, de Gilles Wexler, mais enfin voilà. Donc, et ce document, selon nous, il avait cette vertu d'être très proche de la démarche et du processus de projet qu'on souhaitait proposer. Et donc, d'une manière un peu générale et au fil de ce qu'on vous a présenté ce soir, mais peut-être particulièrement là, finalement, par les choix de représentation qu'on a adoptés, l'idée, c'est aussi de donner accès à la démarche, d'ouvrir la possibilité de la discussion, de poser l'ambition que ce parc devienne une œuvre collective, mouvante, imparfaite mais vivante. Et c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on avait envie de conclure. Donc ça se fera pas comme ça, ça se fera très bien quand même, mais pas comme ça. Et ça pour nous c'est vraiment donc voilà, ça se termine quand même par une grande image. Parce que, et d'ailleurs c'est intéressant, et on aurait pu en parler peut-être un peu plus longuement, mais
a posteriori, parce que ça fait 1 an, on se dit que c'est assez marrant parce que c'est à la toute fin seulement qu'on a été chercher des points de vue un peu surplombants. C'est-à-dire qu'on était très accrochés au terrain avec des points de vue toujours à hauteur d'yeux, 1,60 m max, très inscrits dans la pratique. Et puis à la fin, un peu par effet de, je sais pas, parce qu'il fallait conclure et puis parce qu'il fallait aussi trouver un peu cette lecture d'ensemble. Finalement, on a été adopter des points de vue en hauteur, avec le stratagème de se mettre sur un balcon, mais qui, du coup, échappe un peu à la logique des autres modes de représentation qu'on a pu adopter dans le cadre du dialogue. Je vous remercie. Merci. Merci à vous deux pour cette belle conférence, très didactique. Et puis, comment dire, je vais dire courageux, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est assez rare de montrer un projet perdu, c'est pas forcément évident. L'idée n'étant pas évidemment de dire qu'il était meilleur que celui qui a gagné, c'est pas du tout le propos, et ça a été dit par Léa, et c'est important de le dire. C'est plutôt, moi je l'ai compris comme étant une manière de déployer finalement, de déplier une méthode, une manière de faire qui est très référencée aussi, qui s'inscrit beaucoup dans l'histoire du paysage récente, mais assez ancienne aussi, parce que Jacques Simon, c'est les années 70, presque 60 ans, et de voir de ces fils que vous tissez, que vous mêlez, et puis cette attention du regard aussi, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Pauline en préparant déjà, même si on attendait votre conférence pour complètement aboutir, mais c'est vrai qu'on a remarqué que cette histoire de sobriété, d'économie, elle nécessitait une grande attention aux situations et de donner à voir finalement des choses qu'on n'est pas forcément habitué à voir. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'aurais bien aimé, peut-être en guise de première question, pour lancer peut-être le débat, puis on reviendra sans doute sur le projet de l'île de Nantes, mais sans focaliser trop dessus non plus. Comment ces œuvres d'art que vous montrez, elles rentrent complètement dans votre processus? Est-ce que ça peut être en réaction, ou est-ce que c'est en préfiguration, ou c'est en réaction? Est-ce que ça vous aide à comprendre les lieux ou à mettre en clair vos idées? Enfin, comment elles rentrent dans votre processus, ou c'est aussi peut-être juste une manière de montrer, d'expliciter? Parce que je trouve ça assez intéressant, ce rapport que vous créez entre œuvres d'art et peinture, collage, tous ces matériaux que vous mobilisez, que vous réemployez aussi, parce que certains trucs, vous les réappropriez, ce que je trouve assez intéressant. Comment ça vient dans le processus de conception? Question ouverte. Il n'y a pas de mécanisme rodé. Pour certains, ça vient un peu en réaction. Ça peut venir après coup. Sur le parc de Pinhouette, c'est venu assez tôt. Plutôt dans une recherche avec une idée derrière la tête. On ne cherche pas tout azimut de manière complètement ouverte, mais c'est venu alimenter une recherche qui était en cours. Et après, c'est Quentin à l'agence qui a été à la manœuvre, qui n'est pas là. Sur pas mal d'échanges, plusieurs tentatives. On monte cela, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs essais. Mais du coup, il n'y a pas de protocole en tout cas. C'est des inspirations. On est assez convaincus qu'on vit tous avec un cortège de visuels qui soient artistiques ou des lieux qu'on a visités. Mais cette référence picturale, pour nous, elle a un intérêt dans l'émotion qu'elle peut générer. Et comment faire pour aller transposer sur un visuel une idée de projet. Mais c'est assez flou. Mais peut-être juste pour compléter, je pense que c'est aussi un objet de médiation quand même, de dialogue avec des maîtrises d'ouvrage, des habitants. En fait, le fait de passer par des œuvres qui ne nous appartiennent pas, c'est aussi une façon
d'ouvrir la discussion, enfin de prendre un chemin de traverse, peut-être pour mieux revenir au projet, mais aussi parfois pour dire... on a fait ça aussi sur Meudon avec Mélanie. On avait choisi des œuvres picturales pour raconter les possibles d'un lieu, notamment parce qu'il y avait la possibilité qu'il y ait un ruisseau qui soit réouvert. Et tout d'un coup, le fait de partager une peinture de ruisseau, ça fait qu'on ne partage pas toute la complexité technique de ce que c'est que de réouvrir un ruisseau. On partage l'aspiration au ruisseau. Et c'est, selon nous, un préalable ou une manière... peut-être d'échapper d'emblée à la question de la résolution ou de ce qui va très vite s'imposer comme étant voilà, des contraintes ou des choses à régler, quoi. Et donc ça permet d'ouvrir d'ouvrir le processus et d'entrer en dialogue. Et après, je crois que on s'était jamais vraiment posé la question avant de préparer cette conférence aussi de la place. C'est-à-dire que ça fait partie de notre travail depuis longtemps, mais on ne s'était pas vraiment demandé comment on s'en servait. Et je pense que voilà, c'est aussi des réflexions à poursuivre. C'est aussi le but d'un moment comme celui-ci, c'est aussi de prendre un temps de réflexion sur notre propre manière de faire. Voilà. Bonjour. J'ai envie de vous poser la question parce qu'on a parlé de sobriété et comme on est dans une école qui forme des futurs professionnels, est-ce que cette démarche vers la sobriété par rapport à vos inspirations, vos références, il n'y a pas une sorte d'humilité professionnelle que vous essayez de vous appliquer en fait à travers les cas de figure, le contexte et est-ce que justement, enfin pour essayer d'élargir un peu le sujet pour les années à venir, dans les futurs projets, est-ce que cette démarche professionnelle, elle se raccroche pas aussi à une posture ou plutôt qu'à des visions, parce qu'on est beaucoup dans le projet, mais en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de la posture professionnelle. La question, c'est est-ce qu'on est humble? Non, c'est pas ça la question. Non, mais l'humilité professionnelle. Alors, parce que vous avez terminé la question en disant qu'on était beaucoup dans le projet et du coup en opposition avec la posture professionnelle. Alors nous, il nous semble, on a une posture qui est effectivement celle du projet et qu'on aborde chaque sujet comme étant un projet où on est là parce qu'il y a à transformer, à amener dans une autre condition pour améliorer les choses, pour réparer certaines situations. Et donc après, la question de l'humilité, je pense que c'est une certaine humilité vis-à-vis de ce qui existe, vis-à-vis de la vie qui peut se déployer sur un endroit, des personnes qui y habitent, qui travaillent. Et en même temps, je pense que ça serait pas tout à fait juste de dire que il n'y a que de l'humilité dans le fait de faire certains choix, et un projet, c'est faire des choix. Et dire que l'on garde certains morceaux, que l'objectif est de sanctuariser certains espaces et donc d'investir à d'autres endroits. Alors oui, peut-être qu'il y a une certaine humilité là-dedans, mais qui... ouais, on patauge un peu. Ouais, je patauge un peu. En tout cas, le projet est notre objet de travail. Donc on a une certaine difficulté à le mettre en opposition à une posture professionnelle, parce que c'est notre objet de travail. On s'arrête. On va réfléchir. Merci beaucoup pour la présentation que j'ai trouvée vraiment très, très intéressante et puis qui me touche aussi, puisqu'on fait le même métier. Je pense qu'on a des sensibilités assez proches. Moi, j'ai une question à vous poser sur
le cadre des missions dans lesquelles on intervient, puisque la question de la sobriété, comme vous l'avez abordée, sous l'angle duquel vous l'avez abordée, elle suppose qu'on prenne le temps de regarder, qu'on prenne le temps d'arpenter, de relever ce qui existe. Et aujourd'hui, dans les cadres de missions auxquelles on répond dans les appels d'offres, c'est un peu technique comme question, mais la question du diagnostic, la question du temps de regard, la question de reconnaître ce qui est là pour faire matière à projet, est rarement bien calibrée, ou en tout cas bien exprimée par les maîtres d'ouvrage aujourd'hui. Et je crois que pour bien intervenir sur un territoire, il faut qu'on ait tout le temps cette démarche-là. Et parfois, il faut qu'on la cale dans les missions sans qu'elle soit vraiment prévue. Et est-ce que dans les projets que vous avez pu nous montrer, vous avez eu à défendre cette posture-là pour aussi prendre ce temps, le défendre et puis quelque part prouver aussi que c'est une matière, c'est quelque chose avec lequel on va faire et notamment travailler avec le temps aussi. Oui, c'est très juste. C'est vrai que c'est des projets qui nécessitent, alors pas tous exactement de la même manière, mais c'est particulièrement le cas sur Parouette ou sur Vichy. Il y a des temps de diagnostic qui sont effectivement assez longs. Et peut-être qu'une part de la réponse, c'est que oui, les cadres de la commande publique aujourd'hui ne donnent pas beaucoup de temps à ça, voire annulent en fait cette part-là du travail, notamment quand on est en maîtrise d'œuvre, où ça peut démarrer à l'AVP, ce qui n'a pas de sens, parce que il y a ce temps préalable qui est évidemment indispensable, de reconnaissance, d'état des lieux, de diagnostic, peu importe, mais en tout cas de prise de site, comme dit Mathieu. Et nous, le biais qu'on a un peu trouvé par rapport à ça, c'est d'investir la question de la concertation. Parce qu'en fait, dès l'instant où on se met en dialogue, en fait, on détend les calendriers. Et donc, c'est une des réponses qu'on peut apporter, c'est celle-là, c'est d'avoir fait le choix assez tôt, en fait, de dire non, mais ça, c'est notre sujet. Parce que ça va nous donner l'occasion d'imaginer des dispositifs ou des temps plus longs et de finalement détendre le calendrier et de pouvoir lui associer des honoraires. Ça, c'est une réponse très pratique, mais qui est un début de réponse. Après, oui, il reste un travail à faire auprès de nos maîtrises d'ouvrage pour donner de la valeur à ce travail de reconnaissance d'un état des lieux. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a le diagnostic, mais on est assez convaincu que la période de diagnostic, elle est aussi dans l'esquisse et dans la VP. C'est un peu technique sur les termes, mais c'est que les premières étapes du projet sont une partie du diagnostic aussi. Je ne pense pas qu'on ait, même si les phases sont très normées, on continue à tester le site en dessinant du projet et du coup en voyant par l'esquisse, des fois, des choses qui ne fonctionnent pas ou qui révèlent certains éléments en présence, qui nous obligent à regarder aussi. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'ai un peu deux questions. La première, ça rejoint déjà des questions, c'est même les questions qui m'ont fait penser à ma question. Sur la posture, en fait, il y a presque aussi une posture un peu éthique ou politique, parce que, et pour rejoindre la deuxième question, ou la troisième plutôt, en fait, en faisant avec moins ou faire peu, etc., indépendamment du temps que vous prenez à identifier l'existant, etc., qui est difficilement valorisable à part par la concertation, il y a aussi la rémunération qui se fait par des montants de travaux. Et du coup, moins on en fait à 0 € le mètre carré, si on va un peu trop loin, en fait... le taux de rémunération avec avec un coût très faible de montant de travaux, ça fait peu de rémunération. Donc là, est-ce que la valorisation, elle se fait plutôt avec des taux de complexité? Parce qu'on sait aussi que c'est beaucoup plus complexe de prendre en compte l'existant que de faire de faire table rase de l'existant et pour remettre beaucoup de montants de travaux. Enfin voilà. Donc j'ai presque l'impression que votre posture, elle est éthique, quoi. C'est-à-dire, vous collez à la question de faire avec moins, de faire plus d'existants dans une démarche de sobriété à l'heure
où la sobriété est une forme d'injonction, mais qu'on n'arrive pas à rémunérer. Enfin voilà, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus voilà, quelque chose qui me semble très éclairant dans votre proposition. Et le deuxième question, c'est quand vous faites ce type de propositions qui sont aussi des postures esthétiques assez engagées, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt, y compris dans les maîtrises d'ouvrage, mais aussi sans doute chez les habitants, et c'est peut-être à Saint-Nazaire qu'il faudrait que vous ayez un retour d'expérience là-dessus. Mais donc, comment est-ce qu'on va voir des maîtrises d'ouvrage, on va voir des habitants en disant, mais en fait, on va juste un tout petit peu transformer, mais il y a déjà plein de choses qui sont déjà là, et l'esthétique un peu sobre du pavé béton qu'on va mettre juste à tel et tel endroit, en fait, c'est quand même assez beau. Est-ce que c'est grâce, justement, ou est-ce que vous pourriez convoquer les questions de l'art, des tableaux et tout, pour justement faire cette espèce de point de convergence sur l'esthétique qui, derrière, permettra d'accepter davantage ce genre d'aménagement, ou est-ce que c'est dans la discussion, et notamment, vous avez parlé de redessiner Tchemetov, et dans le livre, je crois que c'est dans le livre, où il me semble, où la maîtrise d'ouvrage, à ce moment-là, dans ce projet-là, dit à Tchemetov à quoi ça va ressembler votre truc là, avec votre parking que vous découpez, etc. Donc on voit qu'il y a quand même cette préoccupation esthétique qui est très présente. Et donc comment est-ce que vous gérez ça, quoi ? Oui, bon, sur la question de la rémunération, je pense que j'ai pas beaucoup de réponses. Voilà, on évolue dans un contexte avec la loi des marchés publics, et effectivement, bon, ça serait bien de la faire évoluer, mais effectivement, le taux de complexité ou les avenants en cours d'études, c'est très pratique parce que les délais s'allongent et qu'on se rend bien compte collectivement, quand ça marche bien, que c'est du temps qui est nécessaire. Et sur l'aspect sur l'acceptabilité esthétique des propositions, alors Léa l'a dit à un moment, c'est que c'est pas forcément du minimalisme. Après, oui, effectivement, il nous semble qu'il y a une esthétique qui peut aller avec ce registre d'intervention. Et effectivement, cette image, elle peut exprimer ça aussi un petit peu. C'est le chemin de la petite usine à Saint-Nazaire, sur le parc de Pinwet, où il y a une intervention assez rustique qui a permis... il y a quelque chose qui nous plaît là-dedans, parce que il y a une certaine rudesse, c'est vrai, mais il y a toute la vie qui était préexistante en termes d'occupation. Elle ne rejette personne. Et c'est un endroit qui était un endroit un peu en arrière, qui était un peu craignos à traverser, et donc l'objectif était de faire que ça devienne vraiment pour tous, que ça puisse être traversé, passant pour le plus de personnes possible. Et ça gère un peu de pluvial, ça évite d'inonder les voisins et tout ça. Mais il y a le soin suffisant à ce que ça n'écarte pas trop une certaine vie qui peut trouver place aussi dans ces endroits-là. Donc je pense qu'il y a quand même un certain soin en fonction des lieux, et l'esthétique, elle n'est pas absolue partout pareil. Sur ces sujets de contraste un petit peu qu'on a aussi évoqués, parfois il y a vraiment un soin, un dessin, un détail très précis à des endroits, parce qu'ils en ont besoin aussi pour accepter une certaine rudesse qui peut être là à côté. Mais je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Après, tous les projets de l'agence se font dans des contextes assez différents. Là, il y a aussi un angle qui est donné avec des choix de représentation, etc. Mais c'est vrai que ce qui nous importe beaucoup, c'est aussi d'adapter ces outils et ces modalités à une diversité de situations. Donc, après, on n'a pas la réponse vraiment, en fait, de l'acceptabilité. On se pose la question sur l'île de Nantes, est-ce que c'est ce qui a fait pécher aussi? La question de l'image, on se l'est beaucoup posée. De la manière de trouver la bonne image pour raconter ce projet, non pas pour réduire le projet à une question d'image, juste pour dire que
en fait, chaque contexte nous oppose ou au contraire accepte un peu ce travail qui est assez exploratoire en fait, où on varie des modalités. Je pense qu'il y a deux questions en fait qui sont contenues dans la question. Il y a les modalités de représentation et de leur acceptabilité. En gros, est-ce qu'on peut éviter la perspective photoréaliste pour faire passer des messages ? Nous, notre réponse c'est oui, dans 80% des contextes, parce qu'en réalité, c'est plutôt les maîtrises d'ouvrage en fait qui sont un peu frileuses. De voir qu'on puisse utiliser d'autres modalités, mais en vrai, avec les habitants, en tout cas à Saint-Nazaire, il n'y a eu aucun problème de compréhension, aucun. Donc, je ne veux pas faire preuve de trop de naïveté, mais en fait, c'est pas si compliqué d'ouvrir. On est tous chargés, Mathieu l'a dit, de tout un tas d'images et pas que du photoréalisme. Donc nous, on s'appuie quand même pas mal là-dessus. Puis je pense qu'il y a une évolution quand même de ces questions avec le dessin qui revient très en force. En tout cas, ça, c'est la partie représentation. On pense que c'est possible d'expérimenter des choses. Puis des fois, ça coince, alors on finit par faire une perce. Voilà, ça nous arrive aussi. Et puis c'est pas grave, en fait, puisque c'est une des modalités d'eux. Vu que pour nous, les représentations, c'est aussi une manière de chercher. Donc elle nous sert aussi à nous. Et puis après, il y a la facture même des espaces publics produits. Et ça, c'est une question, je pense, sur laquelle on n'est pas complètement mûr aussi pour répondre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fabrique comme esthétique, ce qu'on produit ? Je pense pas qu'on ait encore le recul vraiment nécessaire pour ça. Voilà, à suivre. Mais en tout cas, les projets qui ont été présentés là n'ont pas fait l'objet d'une résistance particulière, en tout cas par Wet, puisque c'est celui qui a l'image là, de la part de notre maîtrise d'ouvrage. Elle savait très bien dans quel cadre on intervenait, avec quel contexte budgétaire, etc. Et Mathieu l'a dit, il y a des parties qui sont hyper soignées, le quai de jeu notamment avec un platelage bois qui est très... qui est très calpiné. Donc c'est aussi ces effets de contraste qui nous intéressent et qu'on retrouve bien dans ce projet aussi. Bonsoir, merci pour la présentation. Il y a une forme de, je trouve, une forme de musicalité dans ce que vous présentez, et aussi qui va bien avec la manière dont vous parlez. Et cette question du temps, là, on voit qu'on tourne beaucoup autour. Et je me demandais ce que ça faisait dans le processus créatif de faire un concours Europan, de s'investir sans doute comme des fous pendant quelques mois, et puis il ne se passe rien, et d'y revenir presque 10 ans après, quoi. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, cet événement ? Ça fait que c'est très chouette. Que c'était très inattendu, mais aussi, pour le groupe, un très grand plaisir de retrouver ce site. Et puis, et Jean-François Liabeuf, qui est le maître d'ouvrage de ce projet et qui est une vraie rencontre aussi, puisqu'on ne l'a pas dit, mais évidemment, chaque projet, en tout cas ceux qu'on a plaisir à présenter, sont aussi une histoire humaine, une rencontre avec une maîtrise d'ouvrage. Et donc c'était un grand plaisir, et en toute immodestie, je crois que les principes qu'on avait posés finalement à l'époque, tout juste sortis de l'école et au moment où on démarrait l'agence, finalement sont des principes qui restent justes aujourd'hui, donc qui se sont évidemment affinés, complexifiés, parce qu'on a davantage de données, on a justement une connaissance du terrain qui est beaucoup plus fine et qui est épaulée par des expertises, etc. Donc on a affiné cette connaissance, mais les intuitions de départ, en tout cas, sont restées assez justes. Et donc c'est vraiment un cadeau d'avoir l'occasion de revenir comme ça sur un travail de quand on était encore plus jeune et de pouvoir l'approfondir. Donc sachant qu'en plus on a une confiance renouvelée parce qu'on a fait un plan guide et là on est passé en maîtrise d'œuvre opérationnelle. Bon, toute la question c'est que trouver des industriels en ce moment c'est quand même assez compliqué, et donc on sait que c'est un projet qui va probablement continuer de prendre beaucoup de temps. Mais finalement c'est assez cohérent avec l'objet de notre travail. Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais revenir sur la question d'esthétique, qui est quelque chose qui
qui est important dans votre métier et dans le vôtre étant architecte, parce qu'on donne une forme au monde qui nous entoure. Et vous avez évoqué à un moment la notion d'esthétique de la fulgurance, qui est presque paradoxale avec un métier de paysagiste, parce que la notion du temps, elle est prépondérante. Et j'ai envie de dire, les choses que vous dessinez mettent encore plus de temps que nous, en tant qu'architectes, à se construire et à se présenter au monde. Et du coup, je voudrais vous entendre sur qu'est-ce que vous y mettez derrière ce terme-là, dans votre travail, pas tant sur les références que vous avez présentées, mais dans votre travail propre. C'est un qualificatif qu'on aurait utilisé pour notre travail, pour le coup. Donc, je ne sais pas si on va réussir à répondre. Mais en tout cas, dans le travail de Jacques Simon, c'est cette idée de venir installer. Moi, j'aime bien la notion d'installer. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça installer un paysage. C'est pas nos termes, mais pour le coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'édification qui vient plutôt de l'architecture, qui finalement s'autorise d'une certaine façon à faire advenir de toute pièce ex nihilo un paysage. Et pour ça, il s'appuie sur cette stratégie de plantation qui est issue en fait des techniques forestières, qui permet de faire grimper très vite les sujets pour faire exister une verticalité qui n'existe pas sur le site avant. Après, fulgurance, c'est nous qui avons choisi ce terme. C'est un peu délicat parce que il est mort, mais je ne suis pas sûre qu'il serait d'accord de qualifier son propre travail avec ce terme-là. Mais c'était aussi pour ce qu'on cherche à dire un peu avec ces références picturales et puis cette tentative de mettre des mots sur ces esthétiques, c'est de dire qu'à partir d'une démarche commune, ça fabrique des formes et des esthétiques très variées. Donc, alors, on les a nécessairement un peu caricaturées pour que le propos soit intelligible. Donc, mais en tout cas, ce qui nous plaît là-dedans et qu'on aurait presque pu faire à Saint-Nazaire sur le Merlon, mais il s'avère que ça a un peu de mal à pousser en plein vent. Mais c'est vraiment c'est de voir que d'un côté, il y a des stratégies de recomposition comme ça, un peu lentes, qui sont assez calmes, et de l'autre, il peut y avoir des gestes quand même assez puissants et que c'est pas antinomique avec la question de la sobriété dans les ressources, dans le rapport à la matière, dans le rapport aux ressources. Et ça, on trouve que c'est assez... qu'il y a un fil là qui serait intéressant de continuer à tirer. Mais c'est vraiment juste le début d'une amorce de réflexion. Donc et je ne suis pas sûre qu'on puisse l'utiliser pour qualifier notre propre travail. Enfin, en tout cas, on ne l'a jamais utilisé. On ne s'est jamais auto-dit qu'il y avait des choses fulgurantes dans nos projets. Mais on va y réfléchir. Merci beaucoup. Moi, je sais pas si on va pas répondre à votre place, mais on se disait avec Pauline en aparté que oui, il y a une forme d'humilité, je trouve, dans votre posture, que je trouve qu'on trouve intéressante, ce mélange entre une rudesse et l'attention. Enfin, il y a une espèce de paradoxe même dans cette humilité, qui est à la fois une sorte d'attention à chaque chose. Vous avez dit une jolie phrase tout à l'heure. Il y a des choses qui méritent d'être regardées. Et vous avez dit ça à un moment donné. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez cité ou si c'est vous, hein, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Et on pourrait presque ajouter, il y a toujours des choses à regarder qui méritent d'être regardées. Donc c'est cette espèce d'attention renouvelée, permanente aux situations qui finalement sont assez ordinaires. Et c'est vrai que, pour l'anecdote, quand on a échangé un tout petit peu en amont de cette conférence et que vous m'avez proposé cette image comme image d'annonce finalement de la... C'est vrai que c'est assez surprenant de montrer ce presque absence de projet qui déjà est un projet et en même temps qui dit tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la vie est là, les usages sont là, vous avez juste remis un peu, j'allais dire de l'ordre, c'est même pas la question, mais en tout cas de donner un peu à voir les écoulements d'eau, une voie un peu plus propre, etc. Et finalement dans cette attention et à la fois cette radicalité presque de l'intervention, il y a une attention renouvelée aux lieux et aux gens. Et je trouve que cette image-là, elle dit beaucoup de votre démarche, qu'on a envie de voir se déployer dans d'autres contextes aussi divers que ce que vous montrez. Et je trouve que justement, l'apport du paysage, si on l'extend un tout petit peu, il est peut-être là aussi dans une école d'architecture. C'est-à-dire cette attention au vivant, ce temps, cette question du temps qui se déploie. Et le fait aussi que vous montrez que Jacques Simon, 1970 à peu près,
déjà pratiqué cette espèce d'attention et de fulgurance, pour reprendre l'expression. Je ne sais pas s'il l'aurait partagé effectivement, mais elle montre que ça, il y a peut-être des inspirations aussi pour d'autres métiers comme l'architecture, par exemple, d'arriver à tirer ces fils et d'arriver à montrer ça comme en disant, voilà, ça c'est un résultat. En tout cas, c'est une étape d'un résultat. Et je trouve que par rapport aux enjeux de sobriété, aux enjeux socio-environnementaux auxquels on est confronté, il y a des pistes de réponse dans ce que vous proposez que je trouve qu'on trouve, en train de partager avec Pauline, extrêmement fructueuses. Et puis la dernière chose qui nous a frappé, c'est les images que vous convoquez. Elles sont d'une accessibilité incroyable, quoi. C'est-à-dire que les images picturales que vous présentez, la première question que je vous ai posée, en fait, elles ne mettent pas à distance, elles engagent quelque chose. Je trouve que cet art de la conversation, pour reprendre une expression de Michel Courajou, qui disait que que le projet, c'était un dialogue, une conversation qu'il fallait engager avec le site, avec les gens et dans la durée. Finalement, je trouve que cette médiation par l'œuvre picturale, accessible, parce que c'est pas de l'art conceptuel. Enfin, je ne veux pas créer des hiérarchies entre les arts, mais il n'y a pas une espèce de mise à distance. C'est une image qui parle de quelque chose qui permet à chacune et à chacun de se projeter. Et je la trouve extrêmement... c'est quelque chose d'extrêmement puissant, quoi, comme outil de projet. Et évidemment bien plus que les images que certains maîtres d'ouvrage, peut-être plus frileux, vous ont invité à composer, mais on ne va pas refaire l'histoire. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Alors, moi, je fais juste la clôture de la conférence. Merci à vous deux. Merci au public aussi pour la diversité et la richesse des questions. Votre humilité aussi dans la présentation n'y est sans doute pas pour rien et invite au dialogue avec le public. Donc, merci pour ça. Et je fais un petit peu de publicité ou de communication autour de la conférence de clôture qui aura lieu le 6 janvier. On l'espère autour d'une galette qui sera sans doute plus républicaine que des rois, et où on s'emploiera avec Patrick à retracer un peu le cycle de conférences et à tenter de répondre à la question de ce que la sobriété fait à nos pratiques de projet en architecture, urbanisme, paysage, mais aussi à nos pédagogies ou aux manières de transmettre dans les écoles d'architecture et aux enjeux sans doute de se repositionner depuis ces espaces-là. Et donc, on vous invite tous et toutes à venir nous soutenir à cette occasion-là. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée et de bonnes suites aussi dans vos projets de paysage. Merci à tous et à toutes.